Bonjour, chers téléspectateurs de Mandé TV. Bienvenue à notre café littéraire, Boulevard des Écrivains, qui reçoit sur son plateau aujourd'hui M. Brahima Traoré. Il est né à Caille. Il a fait ses études primaires et fondamentales là-bas. Ensuite, le lycée Askia Mohamed, avant d'aller faire des études en Italie. Et donc, de retour, ce n'est pas un homme de lettres, hein, mais c'est un économiste. Il a écrit donc un seul livre dont nous allons parler tout à l'heure. Mais M. Traoré, oui, parlez-nous encore un peu plus de vous, de votre parcours, de vos expériences, peut-être qui auront produit ce livre-là. Merci, M. Django. Merci la station Mandé TV pour m'avoir invité à participer dans cet espace, un café littéraire, pour expliquer le contenu de mon livre. Je m'appelle Brahima Traoré, natif de Caille. Oui, je n'ai quitté Caille de ma vie qu'avec le DF. Et ça encore, c'est parce que l'obligation était d'aller au lycée. Il n'y avait pas de lycée à Caille. Donc j'ai été contraint de quitter Caille parce que j'ai eu le DF. Oui, le lycée n'a existé qu'à partir de 1975, voilà, première promotion, voilà, dont Issa Ndiaye fut le premier proviseur. Oui, exactement, ils sont d'une promotion avant nous, Issa Ndiaye. Donc j'ai fait le lycée Askia Mohamed, après les études en Italie, après l'administration avec un parcours saccadé. Un parcours saccadé veut dire avec des mutations souvent liées à des facteurs difficiles souvent à comprendre. Mais bon, la carrière, on l'a assumée ainsi jusqu'à la fin. Bon, économiste et financier de formation, et il m'a été amené d'écrire ce livre que j'ai ruminé depuis plus d'une dizaine d'années. Et les éléments de cette durée de réflexion se trouvent dans le livre, puisque le premier courrier que j'ai adressé à l'administration pour attirer son attention sur le contenu de mon livre date du 25 octobre 2014. J'ai écrit au président de l'Assemblée nationale du Mali au sujet du contenu du livre, pour attirer son attention que le Mali n'est pas un pays enclavé. Justement, c'est ça l'objet de notre rencontre. Donc, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation, M. Traoré. Et vous venez de le dire, votre livre s'intitule « Le Mali n'est pas un pays enclavé ». Et vous dites que ce livre, vous l'avez mijoté des années et des années en vous. Alors, parlez-nous brièvement du contenu de ce livre-là, « Le Mali n'est pas un pays enclavé ». Merci, M. Django. Et j'ai vécu à Caille le trafic fluvial. Veut dire quoi? Que quand, avant l'arrêt des bateaux qui fréquentaient le port de Caille, moi je partais déjà au port à l'accueil des bateaux. J'avais des amis matelots dans ces bateaux. Je me rappelle encore le nom de quelques amis de ces bateaux-là. Et d'ailleurs, dans votre livre, l'arrivée de ces bateaux était une fête. Oui, tout le monde y allait tellement que le port bouillonnait d'activité. J'ai même fait un paragraphe, animation, vécu.
au port fluvial de Caille. Il y a un paragraphe qui a été consacré à ça. Alors, votre livre, la composition de votre livre, la composition, l'avant-propos n'est presque pas un avant-propos, c'est plutôt un parcours scolaire. Mais pourquoi? La fin du parcours scolaire signale que ce parcours a été fait dans les environs du port, pas loin du port. Donc ce qui me permettait, même pendant la récréation, s'il y avait animation au port, de tricher et d'aller au port et revenir. Justement, vous avez triché parce que votre introduction n'est pas une introduction, c'est plutôt un avant-propos. Ça vous fait sourire. Alors, comment est-ce que ça arrive? Bon, donc, il y avait la curiosité et il y avait quelque chose que généralement on n'utilise plus. C'est le symbole. À l'école, il y avait le symbole. Si on te surprend en train de parler autre chose que le français, donc on te donnait le symbole. Dans un souci de mieux améliorer mon vocabulaire en français, je me disais pourquoi ne pas me faire des amis parmi les matelots. Et là, en termes d'échange, je serais obligé de parler français. Et ça va améliorer mon français. Et d'ailleurs, finalement, vous dites le parcours. Vous avez parlé du parcours tout de suite. Le parcours, donc, du fleuve Sénégal. Vous tenez tellement à ce parcours du fleuve Sénégal que vous en avez fait une belle illustration. Voilà. Donc, en image. Oui. Ce parcours-là évoque un fait historique, la conférence de Berlin. Et Bismarck. Parlez-nous de ce parcours. C'est à la page 14 de votre document. Oui. Bismarck était le chancelier allemand de l'époque. Quand il s'est rendu compte que les autres puissances s'étaient partagées une grande partie de l'Afrique, a convoqué une conférence à Berlin pour imposer une certaine règle de conduite. Et quelle était cette règle de conduite? De considérer tous les cours d'eau africains. Il les appelait les grands bassins fluviaux en Afrique. De considérer ces bateaux et ces grands bassins fluviaux en Afrique comme des cours d'eau internationaux. Donc qui ne devraient pas avoir de frontières sur leur couloir. Oui. Donc il y a des articles 26, 27 et 28 tout de suite, voilà, qui consacrent les avantages, ou bien en tout cas la mesure que le chancelier allemand voulait donner, se trouve dans les articles 26, 27 et 28 des résolutions de la conférence de Berlin. Quel est le contenu global de ces 3 articles, rapidement, succinctement? Le principal contenu était de considérer ces cours d'eau comme des cours d'eau qui n'ont pas de frontières sur leur parcours. Aucun pays riverain ne doit considérer le fleuve comme une partie de sa frontière. Comme une propriété privée. Oui. Donc c'est un couloir international où n'importe quelle nationalité de bateau peut utiliser pour son transport. On comprend aisément avec le fleuve Sénégal que le Mali n'est pas un pays enclavé. Et pourtant, c'était une idée reçue. Enseigner que le Mali est un pays enclavé. Alors, après ces articles-là, vous l'avez dit dans votre parcours tout de suite, et votre lettre, ou vos lettres, alors adressées à certaines autorités. Donc, contre souvent cette situation, vous avez un goût amer. Ça vous fait sourire. Oui. Alors, parlez-nous de cette expérience amère que vous avez vécue.
en adressant des lettres qui n'ont peut-être pas eu de réponse. Il y a des lettres qui ont été répondues, il y en a qui n'ont pas été répondues. Mais l'essentiel de mes courriers se fondait sur la réaction du ministre même chargé des transports et du désenclavement. Parce que dans le traitement du trafic sur le fleuve Sénégal, c'était lui le département le plus intéressé, qui avait en charge du désenclavement. Bon, donc même, c'est pourquoi son nom porte ministre des Transports et du désenclavement. Bon. Et j'ai même trouvé impropre que l'on qualifie un département du désenclavement, un département du Mali du désenclavement, alors que nous sommes déjà désenclavés. Désenclavés. Voilà. Nous ne sommes pas enclavés. Nous ne sommes pas enclavés. Donc j'ai plusieurs fois écrit à ce département et j'ai plusieurs fois reçu des réactions de ce département qui appuient toutes mes préoccupations, qui certifient ce que j'ai dit dans le titre « Le Mali n'est pas un pays enclavé ». Il y a le département qui a répondu par écrit pour confirmer cette version. J'ai même porté les références de la lettre du ministre qui confirme dans son contenu les dispositions de mon livre. Et maintenant, vous parlez des grandes compagnies. Oui. Après vos différentes correspondances, vous évoquez les grandes compagnies. Ces grandes compagnies dont souvent, peut-être quelques écoliers africains ont entendu parler. Il y a des compagnies françaises. Quelques-unes, la compagnie Freycinet, depuis 1836, la compagnie des services maritimes des messageries impériales, 1857, la compagnie Paquet en 1863, Morel et Prom. Donc, c'est peut-être ces vestiges que l'on voit souvent quand on traverse Caille et certaines villes, donc les vieilles vestiges coloniales. La compagnie Lafargue. Et donc, de compagnie en compagnie, mais vous évoquez un événement exceptionnel dans votre livre, Le Mali n'est pas un pays enclavé, la crue du fleuve. Alors, est-ce que ça vous a été raconté ou bien ce sont vos recherches qui vous ont amené à vivre cette crue, parce que vous faites une description très réaliste de cette crue à la page 22. Oui. La crue, c'est en cherchant à comprendre pourquoi la capitale du Soudan français a quitté Caille pour Bamako. Et nous allons peut-être montrer aux jeunes, donc là, c'est ça, le drapeau du Soudan français. Donc, quand le Soudan a été érigé que les en jeunes colonie. Plus, et c'est ce Soudan français qui a donné son nom au Mali. C'est presque ça, bleu, blanc, rouge, avec le Kanaga, avec le Kanaga au milieu. Donc, le Soudan français, signe de la colonisation française. Alors, cette crue, quelles ont été les conséquences sur les... vous êtes économiste, sur l'économie à cette époque-là? À l'époque où les compagnies commerciales françaises et syro-libanaises dont nous venons de parler, on vient de parler des compagnies maritimes, des noms des compagnies commerciales. Ah, des compagnies commerciales. Voilà, les compagnies commerciales, il y en a, bon, on n'en a pas parlé encore, étaient bien installées au Soudan, avec des antennes à l'intérieur du Soudan. Donc, ils étaient assez nombreux, elles étaient assez nombreuses à l'époque.
Et quand... Morel et Prompt, oui, Texaco, oui. Chavanel, Société, Printania, oui, Peugeot, Lambretta, donc des produits qu'ils importaient. importaient. Et je me suis intéressé à comprendre le déplacement de la capitale de Caille à Bamako. C'est au cours de ces recherches que j'ai compris, j'ai lu dans les documents officiels écrits par les officiels français que la capitale a été envahie, la capitale du Soudan français qui était Caille a été envahie, inondée. Inondée au temps où il y avait le gouverneur William Pointy. Dont une école porte le nom au Sénégal. Au Sénégal, exactement. Et d'ailleurs, Dakar est devenu capitale après Saint-Louis aussi, la même histoire. Oui. Exactement. Donc, ils ont été inquiétés de garder Caille, capitale, avec cette situation d'inondation qui a surpris le gouverneur et qui a commis suffisamment de dégâts en ville. Et c'est ce qui a amené le gouverneur William Pointy à décider de déplacer la capitale de Caille à Bamako. Donc, pour vous donner une idée de pourquoi j'ai et les conséquences moins économiques de l'inondation. Donc c'est une stratégie de la France. Oui. La France a fui les inondations à Caille et est venue s'installer sur une colline à Koulouba. En 1907. L'inondation a eu lieu en 1906. Et vous parlez des ports. Donc finalement, votre livre de bout en bout démontre votre conviction que le Mali n'est pas un pays enclavé. Et ce qui est vrai à partir de ce que vous dites. S'il y a déjà des ports, donc ces ports dont vous parlez, aux pages 23 et 24 de votre livre, et maintenant, vous nous parlez des avancées économiques. Les avancées économiques, vous êtes économiste et vous faites un clin d'œil à l'éclatement de la fédération, qui fut une grande perte. Parlez-nous de cette circonstance. Il y a peut-être une petite genèse qu'il est nécessaire d'évoquer. Dites-nous. Cette genèse, c'est l'indépendance a été négociée avec la métropole sur la base de certaines conditions et négociée entre les dirigeants sénégalais et les dirigeants maliens. Ils ont convenu dans un premier temps d'aller à l'indépendance en décidant d'où la capitale aura lieu et qui sera désigné président du conseil gouvernemental. Donc ils ont décidé de ces principaux éléments pour aller à la signature à l'indépendance avec le général de Gaulle. Quand ils ont eu l'indépendance, avec la formule Dakar décidé, capitale, et le président sera malien, l'option politique à mener après l'indépendance en fédération devenait de sujet secondaire, devenait sujet principal. Et le président Senghor a vu le cas de la Guinée, comment la Guinée a été maltraitée. En 1958, donc lors du référendum de De Gaulle dont vous venez de parler d'ailleurs, donc il est passé par Dakar aussi. Donc, et on a parlé, les porteurs de pancartes à cette époque, les Majmour Diop, donc qui furent vraiment maltraités. Senghor dit que bon, par rapport à ça, lui, il est prêt à aller dans la formule que la France aura décidée en termes d'option politique. Modibo dit, mon option politique, c'est le socialisme soviétique à outrance, ou rien. Donc il y a eu des incompréhensions ou des formules politiques pour qu'il y ait une entente
mais ils ne sont pas parvenus à s'entendre. Et même un petit imbroglio est venu s'ajouter à cette mésentente, qui a été le refus de contre-signature de la nomination du chef d'état-major de la fédération. Modibo avait déjà signé le choix sur Abdoulaye Soumaré. Donc à la contre-signature du vice-président de la fédération, celui-là dit non, lui n'est pas d'accord avec cette désignation. Lui, son nom c'est un certain Fall, le colonel Fall. Si ce n'est pas Fall, lui ne signe pas. Alors que dans les dispositions de toutes les lois de la fédération, il est dit que le chef d'état-major doit être l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé. Et dans la formule de l'époque, ça correspondait à Abdoulaye Soumaré. Le général Soumaré, que Modibo Keïta a envoyé à l'école de guerre à Saint-Cyr en France et qui est revenu donc servir le pays et dont un bateau porte le nom d'ailleurs au Mali, le général Porter, le général Soumaré. Voilà. Donc il était le mieux indiqué. Voilà, le mieux indiqué et le texte était conforme. Mais il s'est entêté à refuser de signer. Donc il est parti quand même convaincre le président Senghor que lui ne signe pas et que bon, Soumaré a une tendance soudanaise de temps en temps et ils ont un certain Fall sénégalais et lui propose, bon, il n'y a pas eu d'entente. Et la fédération a éclaté. La fédération a volé en éclat. Ah oui, a volé en éclat. Après quelques mois seulement. Oui, a volé en éclat, mais bon, avec un appui ou un appui conseil, quoi, venant de l'extérieur. Et vous, en tant qu'économiste, vous insistez sur les répercussions économiques de l'éclatement de la fédération et surtout sur le Mali, une grande perte. Parce qu'on sait que cet éclatement de la fédération a créé une situation exceptionnelle au Mali ici. Donc, les Maliens vivant là-bas devraient retourner. Et alors, quelles sont exactement les pertes, vous en tant qu'économiste? Et d'ailleurs, votre livre en parle, avant qu'on ne vienne à l'embargo. Oui. Bon, je n'appellerais peut-être pas perte, en fait. C'était une réaction politique du Malien. Quand tu essaies généralement de montrer aux Maliens que tu veux lui faire quelque chose par une autre formule que la souplesse et la facilité, le Malien se rebiffe. Donc Modibo s'est un tout petit peu rebiffé par rapport à la formule de ne pas retenir une formule autre que la formule française, alors que nous avons accepté de quitter la colonie pour l'indépendance. Donc si on quitte la colonie pour l'indépendance, cette indépendance devrait normalement nous permettre de choisir également notre option politique. C'est pourquoi d'ailleurs le trio Ahmed Sékou Touré, Modibo Keïta et Léopold Sédar Senghor donc ne faisaient pas bon ménage. Oui, exactement. Parce que Sékou Touré a dit non en 1958, et ce qui a fâché la France. Donc c'était historique. La fédération a éclaté. On va avoir un autre éclatement, d'ailleurs le Conseil de l'Entente et beaucoup de situations. Et d'ailleurs Modibo a dit il faut se méfier donc de ces situations. Et on en arrive aujourd'hui à la fameuse CEDEAO dont parle beaucoup votre livre. Alors, parlez-nous de cette circonstance aussi. Il y a cette rupture qui a entraîné l'éclatement de la fédération a eu des répercussions dans les relations entre le Sénégal et le Mali et la France et le Mali. Parce que le président Modibo Keïta à l'époque n'a pas vu la seule main
du Sénégal, dans la mesure. Parce que cette mesure avait bloqué les trains à Thiès, au dépôt de Thiès. Donc, ça c'était un aspect blocage ou un aspect embargo. Le train Dakar, oui, le fameux train Dakar-Niger, dont Sembène Ousmane parle largement d'ailleurs avec la grève des ouvriers. Ils ont bloqué. Donc la direction était à Thiès. À Thiès, le grand dépôt. Oui. Le grand, comme on dit, le dépôt, oui. c'est là où on gare. Oui. Si le train n'est pas fonctionnel, on va le garer au dépôt en attendant d'avoir besoin et on l'enlève pour le mettre sur les voies. Donc ils ont bloqué et tout ce qui était les locomotives au niveau du dépôt de Thiès. Et de l'autre côté, le fleuve qui servait, parce que c'est les deux voies d'accès du Mali en termes d'approvisionnement, en denrées de première nécessité, en produits manufacturés, c'était le fleuve et les rails. Donc ils ont bloqué les rails au niveau de Thiès. Donc ils sont partis bloquer le fleuve. Donc pour un embargo total. Donc Modibo a été obligé de se retourner pour appuyer ses efforts au niveau de l'Office du Niger. Et avec d'autres partenaires généralement qui étaient disposés à nous aider à l'époque et qui nous ont même permis d'implanter suffisamment d'industries au Mali pour que nous n'ayons pas besoin de l'importation et pour que nous ne soyons pas butés à ce blocage-là. Nous avons eu suffisamment d'industries avec nos partenaires. Vous évoquez un autre problème, donc, finalement, donc, qui va nous faire un retour en arrière. Oui. Vous avez parlé de l'Office du Niger. Oui. Quand on parle de l'Office du Niger, on parle de Marcala. Oui. Et selon les préventions, depuis, je crois, un ingénieur français toujours, oui. ce qui était un projet français, oui. Émile Bellim, oui. Depuis 1932, ils ont créé donc, le barrage de Marcala. Et sous prétexte que ça va être le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que ça a été vraiment le grenier de l'Afrique de l'Ouest? Oui. Donc, avant qu'on ne revienne à votre sujet. Et le barrage de Marcala a entraîné l'augmentation des surfaces cultivables, a amené d'abord les travaux forcés et à partir des territoires qui n'avaient pas de frontières, parce que la métropole ne considérait pas les frontières entre nos États. Les frontières étaient tracées pour nous autres qui résidaient dans ces États-là. Sinon, la métropole ne considérait pas ces frontières-là. Les frontières étaient tracées dans un bureau à Berlin, oui. À l'époque de Bismarck, dont nous venons de parler. Oui, souvent avec la règle. Tracées avec la règle. Oui. Alors, bon, donc, sur Marcala et les avancées. On allait chercher des machins, des bobos, des moussis, un peu partout, des saracolés, des bambara, un peu partout. C'est bien après avec les tracés des frontières que nous nous sommes rendus compte que il y a des parties qui s'appelaient Haute-Volta. Haute-Volta. Oui. En 1920. Soudan français. Oui. En 1920, la Haute-Volta n'existait pas. C'était le Soudan. Oui. La Haute-Volta a été tracée en 1921. Oui. En plein tissu du Soudan. La Haute-Volta a été effacée en 1932 du Soudan pour revenir au Soudan et retracée encore en 1947. Ce sont ces conséquences d'ailleurs que nous avons vécues avec la stupide guerre, passez-moi l'expression, entre le Mali et le Burkina. Alors que c'est l'actuel Burkina. Souche généalogique. Nous avons la même souche généalogique que la Haute-Volta. Les enfants maliens, les enfants burkinabés, la même souche généalogique. Les paysans cultivent sur les mêmes territoires. Les paysans ne connaissent pas la frontière. Hein. Je ne sais pas qu'en sautant ici, je saute le Mali, je rentre en Haute-Volta. Les paysans ne connaissent pas ça.
Donc revenons à l'actualité. On dit, rien qu'hier ou avant-hier seulement, il y a eu une manifestation donc, contre la CEDEAO. Et beaucoup pensent que si le Mali et le Burkina et le Niger se retirent de la CEDEAO, nous allons tous périr. Parce que c'est ce qui dit que, ce qui prouve que le Mali, passez-moi l'expression, je vais jeter une pierre dans votre jardin. Parce que ces gens soutiennent que le Mali est un pays enclavé. Que leur répondez-vous? Et c'est pourquoi je suis content de paraître aujourd'hui par rapport à cette déclaration-là. Pour édifier les Maliens, l'auditoire, pour édifier l'auditoire, pour faire que l'auditoire comprenne que le Mali n'est pas un pays enclavé, mais nous sommes sous embargo. Vraiment, Mandé TV a été très inspiré de mettre votre café littéraire en ce moment-là. Oui, dans le programme d'aujourd'hui. Le Mali n'est pas un pays enclavé. Et donc, toujours cette CEDEAO dont vous parlez, à la page 66, ensuite nous venons à un autre barrage, on a évoqué Markala qui était loin de notre parcours, mais le barrage de Manantali dont vous parlez, donc accentue en plus que le Mali n'est pas un pays enclavé. Alors, ce barrage de Manantali aussi a une histoire. Dites-nous. L'histoire de Manantali est une manœuvre de l'OMVS tendant à distraire le retour à la navigabilité. Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui avait un autre nom d'ailleurs avant de devenir l'OMVS. Parce que quand la l'ORS, quand la Guinée était membre. L'ORS et l'IES et le CIE, Comité inter-État, d'abord. Après OERS, Organisation des États riverains du Sénégal. Après OMVS. C'est quand même un grand patriote qui s'est retiré, Ahmed Sékou Touré s'est retiré de cette organisation et c'est devenu l'OMVS. Peut-être qu'il a vu la main encore des Occidentaux. Oui, mais pour revenir Berlin, encore. Berlin était derrière l'OMVS. Effectivement. Bon, Berlin, mais c'est plutôt la France. Il a compris que c'est un CEDEAO bis. L'OMVS c'est un CEDEAO bis. C'est-à-dire les programmes de l'OMVS, comme vous venez d'évoquer le barrage de Manantali, on prétend que ce barrage a été destiné à faire gagner un certain niveau d'eau dans le fleuve de manière à permettre aux bateaux de pouvoir circuler d'une manière pérenne sur le fleuve. Alors que le barrage de Manantali avait un objectif bien précis dans leur système, c'est le facteur électricité. Et non l'augmentation du niveau d'eau dans le fleuve pour que les bateaux n'aient pas de difficultés à naviguer ou à voguer. Donc Manantali distribue de l'électricité aux États membres de l'OMVS, le Sénégal, la Mauritanie, le Mali. Et donc, à l'image de la SOGEM aussi, le barrage de Diama. Et il y avait d'ailleurs un festival qui a été prévu pour cette situation. Et moi, je sais que j'ai participé à l'organisation de ce festival. Il y a eu 2 éditions. On n'a pas pu faire la 3e édition. Et même les villageois de Manantali avaient du mal à accéder à l'électricité. Le ridicule ne tue plus. Voilà. Bon. C'est un élément de plus pour comprendre que l'OMVS là est un instrument occidental. Oui, ça c'est clair. Donc, comme la CEDEAO. C'est pourquoi je dis CEDEAO bis. CEDEAO bis. Mais donc, dites-nous, en tant qu'économiste, votre position
l'abandon de la CEDEAO par le Niger, le Mali et le Burkina, 10 pays enclavés. Parce que moi j'ai entendu dire que si le Mali se retire de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire va nous couper le robinet, le Sénégal va nous couper le robinet. Est-ce que vous comprenez de cette façon? En tant qu'économiste, comme vous l'avez dit, oui. La liaison que le Mali entretient avec ses pays partenaires, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, c'est un partenariat d'échange économique lié à des besoins mutuels. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire attend de nous? Qu'est-ce que nous attendons de la Côte d'Ivoire? Donc ce sont ces deux paramètres-là sur lesquels l'évaluation de qui a besoin de qui se pose. Pas loin d'ici, vous verrez une agence du port autonome d'Abidjan. Ici, c'est pas loin d'ici. Oui. Ils sont en train de battre campagne pour intéresser nos opérateurs économiques à aller décharger leurs produits au port d'Abidjan. Il y a un journal dans lequel il a été dit par la représentante du port autonome d'Abidjan à Bamako que le Mali est le premier pays de l'Interland au port d'Abidjan. Le premier pays qui est de l'Interland, les pays qui sont supposés être sans accès avec la mer. Le Mali est le premier pays utilisateur du port d'Abidjan. Oui, nous n'avons pas les chiffres exacts, mais on sait que le Mali fait gagner des milliards par mois au port autonome d'Abidjan. Et donc, ça veut dire que dire non à la CEDEAO n'a pas la même conséquence que le commun des mortels est en train de dire. Donc, c'est une décision courageuse, clairvoyante, et pour assurer l'autonomie de ces différents pays. Et peut-être qu'il va nous acheminer vers la création de notre propre monnaie. Alors, qu'en pensez-vous de la création de la monnaie de ces trois pays-là? Bon, je parle avec réserve, n'étant pas un spécialiste de la monnaie. Mais vous êtes économiste. Oui, je suis économiste, c'est pourquoi je vais intervenir comme économiste et non comme spécialiste de la monnaie. Parce que dans l'économie, il y a des spécialistes de la monnaie. Oui. Donc je vais me limiter à donner mes idées par rapport à cet aspect de difficulté ou accès à la monnaie. La monnaie est un instrument d'échange dans lequel instrument d'échange, l'utilisateur ou l'émetteur de cette monnaie-là donne une valeur. Cette valeur, dans le traitement des opérations d'échange internationaux, doit normalement être évaluée en fonction de la force des instruments économiques de ce pays-là. Si tu as une économie qui fait une production bien forte et qui appelle plusieurs partenaires à venir travailler avec vous, à venir acheter, et ça vous donne une certaine force qui peut te permettre de créer ta monnaie. Monsieur Traoré, donc, c'est bien compris, nous nous acheminons presque vers la fin de notre émission, mais il est quand même important de parler de ce passage de votre livre. Vous dites, et vous faites une déclaration, vous faites sinon un avertissement. Et il est grand temps que les autorités maliennes réalisent les inconvénients qui attendent les autres États membres pour comprendre leurs préoccupations quant au retour de ce trafic fluvial et au désenclavement du Mali, notamment les impacts négatifs sur, vous les énumérez, la balance commerciale de chacun,
le produit intérieur brut, les pertes substantielles d'emploi, la perte des ressources fiscales, la perte des recettes budgétaires, la perte des recettes liées aux taxes, la baisse du taux de remplissage des centres d'hébergement, la baisse de la demande de carburant. Il répond un tout petit peu à la question posée selon laquelle, avec la sortie de la CEDEAO ou de notre machin avec Abidjan et Dakar, ça répond un tout petit peu à cette question posée. Qui a besoin de qui? Donc, c'est votre mot de la fin? Oui. Vous avez un mot de la fin? Bon, mon mot de la fin, c'est un petit peu inviter les autorités, comme je l'ai dit, à permettre la création d'un mouvement, d'une association, d'un comité qui aura comme objectif de lutter pour le retour à la navigabilité du fleuve, histoire de les accompagner eux-mêmes dans les efforts que nous sommes en train de constater, qui sont en train de fournir dans ce sens-là. D'accord. Donc ce sujet d'actualité, vraiment de nécessité vitale pour le Mali, est traité dans votre livre. Le Mali n'est pas un pays enclavé, aux éditions Mandé. Nous vous remercions, M. Traoré, d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs de Mandé TV, ainsi prend fin notre café littéraire Boulevard des écrivains sur le livre « Le Mali n'est pas un pays enclavé » de M. Brahima Traoré. Et nous vous donnons rendez-vous pour un autre café sur le même plateau. Merci. Je vous remercie à mon tour et à la prochaine.